Bonjour. Je vais vous parler effectivement de Google et de la numérisation de masse ou de la numérisation de masse au travers de Google. Alors je suis un petit peu embêté parce que on m'avait donné j'avais compris que j'avais 10 à 15 minutes, donc j'ai fait ce que je ne sais pas faire, j'ai fait très court. Et là, je m'aperçois qu'en fait, je vais avoir un tout petit peu plus de temps. Donc je vais essayer d'être plus long que ce qui était prévu. Donc, éclairage sur la numérisation de masse. L'histoire commence comme ça, 14 décembre 2004. C'est le lancement du projet Google, 5 bibliothèques partenaires, un moteur de recherche pour numériser des ouvrages du domaine public. 9 ans et demi plus tard, un moteur de recherche, toujours le même, 20 bibliothèques, un État contractant, puisque très récemment, vous avez vu que l'État, l'équivalent du ministère de la Culture italien, a passé un accord avec Google Books pour numériser les œuvres des bibliothèques publiques, et un fonds concerné pour lequel on n'a pas des chiffres très clairs, mais dont on estime qu'il recouvre plus de 10 millions d'ouvrages, dont, ce qui est important, 60% d'œuvres orphelines ou de la zone grise, 20%, j'ai envie de dire, uniquement d'œuvres du domaine public, et 20% d'œuvres sous droit. Alors, très rapidement, Google et la numérisation de masse, du point de vue qualitatif, ce qu'on observe, c'est que Google numérise plus, va plus vite, et surtout est moins cher que tout le monde, notamment pour les bibliothèques, puisque la prestation de numérisation est gratuite. Du point de vue qualitatif, et pour faire très court, même si on pourra en rediscuter pendant le débat après, j'ai envie de dire que Google fait au moins presque aussi bien que tout le monde. Et du point de vue de l'accès, bien Google est incontestablement plus rapide, plus efficace, plus pratique, parce que beaucoup plus central et parce que, évidemment, avec un public captif à l'échelle planétaire qui est absolument considérable. Donc, je vous remercie de votre attention. Google et la numérisation de masse, l'histoire est terminée. Alors, il y a évidemment, sinon, un plan B, mais en tout cas, Google nous offre des outils pour réfléchir de manière un petit peu différente à ce que pourrait être la numérisation de masse. Peut-être de la manière suivante, voici des livres, voici des rayonnages, voici de l'espace, et donc on est à peu près tous d'accord pour dire que ceci est une bibliothèque. Seulement, voici, donc en haut vous avez un data center de Google, en bas vous avez des racks de serveurs dans une salle blanche, et voici des livres numériques, voici des rayonnages physiques, et puis voici de l'espace, qui est de l'espace disque, donc on doit pouvoir être aussi d'accord pour dire que quelque part ceci est aussi une bibliothèque. Alors si vous n'êtes pas convaincu, j'ai prévu un autre exemple, un bon pédagogue que j'essaye d'être. Voici un moyen de propulsion, des attelages, des sièges pour plusieurs passagers, un espace pour les bagages. Ceci est donc un moyen de transport en commun. Et puis voici également un moyen de propulsion, un attelage, des sièges, un espace pour les bagages. Donc voici également un moyen de transport en commun. Et là vous vous dites, mais où est-ce que ce brave garçon veut nous amener ? Eh bien, simplement au fait que, à mon avis, il est très compliqué d'inventer le TGV en raisonnant sur le modèle de la diligence. Et je ne pense pas qu'on puisse non plus inventer un modèle de bibliothèque numérique en se basant uniquement sur celui de la bibliothèque physique. Alors, le point commun, c'est qu'il faut arriver quand même à trouver un certain nombre d'invariants entre la bibliothèque numérique et la bibliothèque physique, mais il faut aussi arriver à essayer de dépasser ces invariants, et il faut pour cela accepter de changer un petit peu de point de vue, c'est-à-dire le moyen de contourner certains de ces invariants, voire éventuellement d'en inventer de nouveaux. Donc je reprends au départ. Ceci est une bibliothèque numérique également, avec un certain nombre d'invariants. Oui, mais ceci est leur bibliothèque numérique, c'est-à-dire que vous avez là-dessus des dictionnaires, vous avez des encyclopédies, vous avez des fonds numérisés, vous avez des collections. Vous avez même un petit coin machine à café où on va demander conseils, qui s'appelle Facebook et l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis vous voyez au fond, façon présentateur météo, enfin là je ne peux pas le faire, mais vous voyez au fond cette masse nuageuse numérique qui désigne tous ces contenus qui sont dans les nuages, ce qu'on appelle le cloud computing, donc l'informatique dans les nuages, où se trouve aujourd'hui l'essentiel des contenus numérisés, c'est-à-dire sur des serveurs distants qui appartiennent principalement, pas exclusivement, mais en tout cas à quelques grands acteurs commerciaux. Donc ce qu'il faut peut-être essayer de
Ce dont il faut peut-être essayer de se convaincre, c'est que d'abord, ceci ne tuera pas nécessairement cela, et que la numérisation de masse, ça se présente de la manière suivante. D'abord, il y a le problème de l'input. Ça, c'est la masse des documents à numériser. C'est évidemment le point de départ de tout le processus. Et de ce côté-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément de problèmes. Jusqu'à preuve du contraire, les bibliothèques savent faire. En tout cas, elles savent choisir, elles savent gérer, elles savent hiérarchiser, elles savent attribuer des métadonnées. Donc, elles sont capables, bien entendu, de gérer cet aspect-là. Le deuxième point, c'est le problème du process. Donc ce machin-là, c'est ce qu'on appelle l'Espresso Book Machine. C'est un outil de numérisation qui coûte 100 000, ou qui coûtait, en tout cas, ça a peut-être un petit peu baissé maintenant, 100 000 $, et qui est capable de, à partir d'un fichier numérique, de vous sortir un ouvrage relié de manière tout à fait, j'ai envie de dire, traditionnelle, en moins de 5 minutes. Et je vous rappelle que le 17 septembre 2009, Google et la société On Demand Books, qui est la société qui fabrique cette machine-là, ont signé un accord de partenariat qui concerne donc, alors cet accord de partenariat pour la fabrication de tout ouvrage libre de droit, et qui concerne donc potentiellement déjà un fonds documentaire d'un peu plus de 2 millions de titres. Et je vous rappelle également que cette bibliothèque est déjà, non, lapsus, c'est pas du tout révélateur, cette machine-là est déjà installée dans un certain nombre de bibliothèques américaines. Donc l'input, le process, et puis évidemment il y a la question de l'output, la sortie, qu'est-ce que devient cette numérisation, avec quatre points névralgiques compliqués. Premier point, c'est celui des terminaux. Sur quel dispositif allons-nous lire le résultat de cette numérisation de masse? Est-ce qu'on va lire sur des iPads? Est-ce qu'on va lire sur des smartphones? Est-ce qu'on va lire sur des liseuses, ces petits dispositifs de livres électroniques? Est-ce qu'on va lire sur des consoles de jeux? Vous avez vu que Nintendo, ceux qui ont des enfants, sortait une console avec une offre de 100 titres classiques de chez Gallimard qu'on allait pouvoir lire sur cette console de jeu. Donc comment va-t-on lire? Deuxième question, c'est évidemment la question épineuse des prix et des modèles de vente. Alors si j'ai le temps, tout à l'heure on pourra y revenir, mais on peut évidemment vendre des ouvrages numériques, on peut faire également une espèce de location-vente, on peut faire ce que j'appelle de l'allocation, c'est-à-dire que quand vous achetez, en tout cas quand vous versez de l'argent pour récupérer un ouvrage, vous n'achetez pas physiquement l'exemplaire numérique, mais vous achetez le droit d'accéder en ligne à cet ouvrage-là, donc vous n'avez pas de copie à votre disposition. Puis la question des commissions, la question des marges également. Troisième point névralgique, c'est la question des formats. La question de la numérisation aujourd'hui, c'est aussi celle des formats. Est-ce qu'on numérise en EPUB? Est-ce qui s'annonce comme étant le format, effectivement, en tout cas le standard? Est-ce qu'on numérise en PDF? Est-ce qu'on le fait avec des DRM, sans DRM, avec des DRM légers ou avec des DRM lourds? Et puis, dernière question, et là aussi non des moindres, c'est la question des opérateurs. Sur quelle plateforme, dans quel cadre vont être rendus disponibles ces entrepôts numériques? Est-ce que ce sera sur les serveurs de Google? Est-ce que ce sera sur une plateforme des éditeurs ou des libraires qui vendront un certain nombre de choses? Voilà. Et puis, dernière question, c'est la question évidemment du public, la numérisation pour les masses. Question du public et question donc de l'accès. Comment va se faire cet accès à ces nouveaux fonds, à ces nouveaux gisements documentaires en ligne? Alors, comme je m'étais attribué un temps assez court pour cette présentation, j'ai essayé de rester sur ce que j'ai appelé des fondamentaux. Le premier, à mon avis, mais on pourra en débattre, c'est que la numérisation de masse, c'est d'abord une question d'accès. C'est-à-dire qu'il faut se saisir des contenus qui sont déjà présents. Il y a énormément de contenus sur Internet. Évidemment, il faut continuer à alimenter l'input, à réfléchir sur la chaîne de la numérisation, mais il faut aussi arriver à valoriser ce qui existe et ce qui est pour l'instant invisible, ou ce qui n'est visible que si on utilise un moteur de recherche comme Google. Donc penser en termes de valorisation de l'existant, de ce qui est épars, et peut-être arrêter, en tout cas cesser un petit peu de penser uniquement en termes de collection, même si la notion de collection est, je le sais, importante dans la culture et dans la vie des bibliothèques, mais essayer de penser peut-être davantage en termes d'agrégation, c'est-à-dire aller chercher, mettre ensemble, et ensuite proposer des bouquets, des formules, des services
qui vont permettre de se nourrir de tout ce qui est disponible. Alors, deuxième fondamental, la numérisation de masse me semble aussi être d'abord et avant tout une question de médiation, de prescription. C'est aussi, me semble-t-il, et peut-être avant tout le métier des bibliothèques. Alors, la médiation et la prescription, elle ne peut s'effectuer que lorsqu'on est à proximité des contenus. Aujourd'hui, ces contenus sont, j'ai essayé de vous le dire rapidement tout à l'heure, pour l'essentiel d'entre eux, dans les nuages, dans cette informatique en nuage. Il faut donc essayer de transporter ces dispositifs de médiation à côté des contenus. Et il faut donc que, d'une certaine mesure, et pour rester dans la, non pas dans la caricature, mais dans le rapide, il faut donc que les bibliothécaires les documentalistes aillent aussi sur Facebook ou dans les nouveaux sites qui, en tout cas, sont des vecteurs aujourd'hui de médiation pour le public qui est à la recherche d'un certain nombre de documents. Voilà, troisième fondamental, la numérisation, ça c'est pas une évidence, vous n'avez pas attendu que je vienne pour le découvrir. La numérisation change considérablement les pratiques. Des invariants que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette question des pratiques qui est très certainement celle qui est la plus bousculée. Avant la numérisation de masse, le temps entre le moment où un ouvrage arrivait dans une bibliothèque, celui où il était indexé, passé dans le catalogue, où on lui ajoutait des métadonnées, et où devenait disponible ensuite pour la recherche et pour le prêt, était un temps très long. Aujourd'hui, dans une même session de navigation, dans un même moment cognitif, un usager effectue des opérations de recherche, de repérage, de lecture, de consultation, mais également de l'indexation, puisque sur la plupart des sites aujourd'hui, vous pouvez déposer, y compris d'ailleurs sur des sites de bibliothèques, vous pouvez déposer en même temps que vous parcourez un document un certain nombre de tags à la volée, et puis des opérations de partage, puisque là aussi, vous avez la possibilité de diffuser ce document au travers d'un certain nombre d'outils ou de réseaux sociaux. Donc, c'est bien un nouvel écosystème dont on est en train de parler. Un écosystème dont la mise en place ne se fait pas naturellement, ou ne se fait pas en tout cas sans heurts. Il y a eu, voilà, très récemment, à l'occasion de l'ouverture du Salon du Livre à Paris, quelqu'un qui a photographié ceci à l'entrée du Salon du Livre. Je vous laisse le temps de découvrir ces petits slogans. Ne prenons pas les vessies des géants de l'électronique pour des lanternes du savoir. Pas d'argent public pour les numérisateurs, une bibliothèque dans la poche et rien dans la tête. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de blocages culturels sur lesquels il sera important de revenir. Alors ce qui change, évidemment, ce qui est impacté d'abord, c'est ce qu'on appelle la chaîne du livre traditionnelle. On en a déjà pas mal parlé lors de ce colloque. Une chaîne du livre qui est obligée de changer de paradigme. On n'est plus du tout dans une verticalité. On n'est plus du tout dans des métiers qui sont soit des métiers de ou à proximité. On n'est plus non plus dans cet écosystème avec des interactions très étroites entre 3 ou 4 acteurs qui étaient les bibliothèques, les libraires et les éditeurs. On est aujourd'hui dans une nouvelle configuration de la chaîne du livre où il y a beaucoup plus d'horizontalité avec cet effet réseau. Il y a des interactions qui sont beaucoup plus larges et des relations qui sont beaucoup plus horizontales, du fait notamment de l'arrivée également de nouveaux acteurs sur ce marché, dont évidemment les moteurs de recherche. Je n'oublie pas que derrière tout ça, il y a aussi une autre chaîne importante qui est la chaîne de la numérisation. Donc là, j'ai repris une copie d'écran du consortium, qui est le consortium Polynum, qui est un regroupement d'acteurs marchands français qui se sont constitués donc en consortium pour pouvoir proposer une alternative au modèle de numérisation proposé par Google et donc devenir les interlocuteurs des bibliothèques. Alors tout ça, ça fait beaucoup de chaînes, tout ça. Et au-delà de ces chaînes, il y a, à mon avis, là aussi, mais on pourra en discuter, 3 problèmes principaux que pose la question de la numérisation de masse. Le premier de ces problèmes, c'est évidemment le problème des droits. On
on est en train de passer, on a eu hier un exposé sur le droit d'auteur, enfin plusieurs exposés passionnants sur le droit d'auteur et les Creative Commons notamment. On est en train de passer d'un système effectivement, d'un ancien modèle, d'un ancien régime du droit d'auteur, à des choses qui émergent, qui sont nouvelles. On parle donc de Creative Commons, on parle d'une possible transposition de ce qui existe aux États-Unis sous le nom de Fair Use, donc d'usage ou de partage en tout cas équitable d'un certain nombre de documents. Et à mon avis, le problème que pose surtout ce droit d'auteur, c'est en fait un problème de périmètre d'application, bien plus qu'un problème de périmètre d'application, c'est-à-dire que problème de territorialité, les législations nationales aujourd'hui ne sont plus en mesure de prétendre réguler des pratiques qui sont par nature devenues totalement horizontales et internationales. Le meilleur exemple récent dans l'actualité, c'est par exemple, mais on pourra en trouver plein d'autres, c'est cette demande des éditions Gallimard. Donc ça date du 15 février, mais enfin ça a été rendu public la semaine dernière. Demande des éditions Gallimard à la fondation Wikimedia qui héberge le site que vous connaissez peut-être, qui est un site qui s'appelle Wikisource, sur lequel on trouve des textes d'un certain nombre d'auteurs qui, selon le régime du droit d'auteur au Canada, sont dans le domaine public, mais qui, en France, 50, 70 ans ou plus, ne sont pas encore dans le domaine public. Et donc Gallimard a demandé, envoyé une injonction à la fondation Wikimedia pour qu'elle retire un certain nombre de textes au motif que les contenus en français sont destinés à un public français, ce que je vous laisse méditer et savourer, mais qui n'appelle pas d'autres commentaires de ma part. Alors, troisième problème important, c'est le problème de l'hébergement des contenus numérisés. On est de plus en plus dans des logiques de contenus qui sont des contenus déportés avec cette informatique dans les nuages et où les bibliothèques, mais d'autres acteurs également, confient une partie de leur patrimoine, de leurs biens, de leurs fonds documentaires à des acteurs publics ou privés. Ce qui pose un certain nombre de questions. Alors, pour le meilleur et pour le pire, le meilleur, à mon avis, c'est ce type de fonctionnement-là. C'est le site, la partie du site Flickr qui s'appelle Flickr Commons, dans lequel un certain nombre d'institutions culturelles vont déposer une partie de leurs fonds iconographiques pour aller chercher finalement simplement de la visibilité, pour aller chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire sur le plus gros site, le plus visité dans le monde de partage d'images, pour aller chercher également de la valeur ajoutée, puisque la Bibliothèque du Congrès, qui était la première à mettre une partie de son fonds sur Flickr, l'a fait dans une logique, un petit peu une logique marketing pour faire parler d'eux, mais ça ils l'ont pas trop dit, mais qui était aussi en tout cas une logique pour permettre d'enrichir ce fonds documentaire par le biais des commentaires que les gens pourraient laisser sur un certain nombre de photos et par le biais également de l'indexation libre avec ces petits systèmes de tags qu'on connaît bien sur Flickr. Donc aujourd'hui, j'ai pu compter, mais en fait, il doit y avoir de mémoire une vingtaine d'institutions qui jouent ce jeu-là. Et là, on est sur ce qui me semble être en tout cas un paradigme intéressant de partenariat public-privé, puisque ce qui est intéressant, c'est que les institutions déposantes gardent la maîtrise de leurs fonds, c'est-à-dire qu'elles déposent une copie sur Flickr, mais que évidemment les documents numérisés originaux sont et restent dans les fonds de la bibliothèque, et surtout qu'elles ne les déposent pas en totalité, c'est-à-dire qu'elles déposent une partie de leur collection pour aller chercher le public, et si ça intéresse ce public-là, il est invité évidemment très logiquement à se reporter au site de l'institution en question pour consulter l'intégralité ou pour trouver d'autres choses. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Il y a l'exemple récent là, de la BNF qui a ouvert une page officielle sur Dailymotion, sur laquelle on va pouvoir trouver des vidéos, les vidéos produites par la BNF. Alors, le problème que pose tout ça est le suivant. Il est tout à fait légitime et urgent et important d'aller chercher les utilisateurs là où ils sont, c'est-à-dire sur les sites médias, ou en tout cas les sites qui sont aujourd'hui les plus consultés dans le monde. Par contre, à mon avis, il faut aussi et surtout peut-être essayer de les ramener dans un environnement qui est un environnement documentaire et qui n'est pas un environnement potentiellement
publicitaire, puisque le jour où Dailymotion décidera d'afficher des bandeaux de pub partout sur son site, eh bien, la page de la BNF, au même titre que les autres, héritera de ces bandeaux publicitaires. Et surtout, il faut que ces contenus déportés, il faut que la bibliothèque ou que les institutions en gardent la maîtrise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la délégation de services et que les contenus se retrouvent uniquement sur la page Dailymotion de la BNF et plus également sur le site, sur la page officielle de la BNF. Voilà, alors, d'où qu'on attaque ce problème-là, on s'aperçoit très vite, effectivement, même si là, je n'en ai pas tout le temps parlé, mais on s'aperçoit qu'effectivement, l'ombre de Google, ou en tout cas l'ombre de l'archétype que représente Google, c'est-à-dire la société marchande américaine qui numérise gratis, est effectivement très, très présente. Alors à mon avis, là aussi, il ne faut pas raisonner en termes manichéens. Google n'est pas ni un grand méchant, ni un grand gentil d'ailleurs. C'est une société commerciale qui a trouvé un marché, qui fait son boulot et qui a certainement, par contre, ce qu'on a mis un petit peu de temps à voir, qui a une stratégie commerciale peut-être assez claire derrière sur la manière dont elle va ensuite pouvoir tirer de l'argent et des bénéfices de ce qu'elle annonce comme étant une prestation gratuite. Donc ni ange ni démon, mais un outil qui met en concurrence ou qui stigmatise un petit peu deux logiques, ce que j'ai appelé de manière très caricaturale la logique de la gourde, qui est cette idée d'une gestion de la rareté, qui est le métier finalement quelque part de bibliothèques, des éditeurs et de tout un tas d'autres acteurs. Et à côté de ça, une logique ou une dynamique du torrent, c'est-à-dire l'idée de multiplier les points d'accès à une profusion qui est d'apparence chaotique, mais qui est quand même relativement organisée du point de vue des acteurs marchands qui la mettent en place. Voilà, alors ces deux logiques, elles ne sont pas nécessairement antagonistes, hein, puisque il est tout à fait possible dans la vraie vie, comme pour filer ma métaphore, de remplir sa gourde à l'eau du torrent, y compris et surtout d'ailleurs quand l'eau du torrent est massivement constituée de biens et d'œuvres qui relèvent du domaine public. Voilà, donc c'est la première fois que ça m'arrive, je crois que j'ai fait une présentation de 10 minutes, un petit peu de temps encore. Donc l'idée derrière, pour conclure et pour ouvrir sur le débat, c'est que il me semble que la numérisation, la question de la numérisation de masse est une opportunité assez formidable pour essayer de penser la transition entre ce que nous vivons maintenant, c'est-à-dire une société de la requête, où les gens déposent des mots-clés, veulent des résultats tout de suite, veulent du rapide, de l'instantané, veulent du libre, veulent du plein texte. Et puis, ce qui se profile, et ce dans quoi, à mon avis, on n'est pas du tout encore entré, et qui est effectivement vraiment une société de la connaissance, pardon. Ce qui implique aussi d'accepter, ce qu'on a parfois du mal à faire, d'accepter que ce passage par une étape, une société de la requête, soit un préalable nécessaire à l'entrée dans une société de la connaissance, c'est-à-dire que ça prend du temps et qu'il faut effectivement, on est sur des logiques et des cycles qui sont très courts et qu'on a besoin de prendre un petit peu de temps pour remettre ces cycles en contexte et pour, à partir de là, capitaliser, construire et proposer des services et des outils qui seront adaptés donc à ces logiques de numérisation de masse. Je vous remercie de votre attention. Bon, je suis un petit peu embêté parce que, comme tu me l'as laissé entendre, je me suis fait piéger par tes images. Je croyais qu'on allait y aller avoir un peu de bagarre et en fait, on est à peu près d'accord. Mais donc, je vais juste relever, insister sur deux points particuliers qui sont tout à fait en cohérence avec ce que tu as dit. D'abord, sur l'idée de bibliothèque numérique. Hein, je trouve que l'idée de bibliothèque numérique, c'est une idée qui est, comment on pourrait dire ça, c'est une sorte d'obstacle épistémologique, si on était vraiment dans le domaine de la science, c'est-à-dire que c'est une idée qui est utile pour appréhender un champ, mais qui, dans un deuxième temps, est plutôt gênante, parce que ça impose des représentations qui ne sont pas adaptées à la situation réelle. C'est-à-dire qu'une bibliothèque numérique, ça, par exemple, je dirais, non, c'est pas une bibliothèque. Je veux dire, on regarde ça, ça n'est pas une bibliothèque, c'est un entrepôt de données. Par contre,
si je regarde ça c'est évidemment une bibliothèque, mais c'est aussi un entrepôt de données. C'est-à-dire que l'analogie entre les deux, elle va plutôt dans l'autre sens. Hein, c'est-à-dire que les entrepôts de données, la salle de serveurs de Google qu'on a vu juste avant, d'une certaine façon, ça suit le modèle de ce qu'étaient les bibliothèques avant le numérique. Hein. Et d'une certaine façon, dans cette logique de numérisation, on va plus loin dans une logique qui a été au départ celle des bibliothèques. Hein. Louis posait la question ce matin de la transfiguration du bibliothécaire par les métadonnées. Moi, j'avais envie de dire, oui, mais les métadonnées, on en faisait, c'est le cœur du métier de bibliothécaire avant que le mot existe, en quelque sorte. Hein. Faire un catalogue, puis après quelqu'un a donné des précisions, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais c'est quand même une préfiguration de cette chose-là. Donc ça, c'était cette première remarque qui était de dire, pensons la problématique de ce qu'on appelle les bibliothèques numériques dans cette perspective aussi qui est plus celle des informaticiens, qui est celle des entrepôts de données, hein, c'est-à-dire d'une gestion distincte du soin des données dans des entrepôts de données et de l'exploitation de ces données par le biais d'interfaces. Hein. Et à ce moment-là, on voit que le métier de bibliothécaire se retrouve repositionné. Deuxième remarque sur la notion de collection. Alors c'était pour mettre en question la centralité de la fonction de constitution de collection qui est celle des bibliothécaires. On aime bien ça, hein, les bibliothécaires constituer des collections parce que c'est assez gratifiant de choisir qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut pas la peine. Il se trouve qu'au début de ma carrière de bibliothécaire, j'ai travaillé 6 ans à la Nationale et je m'occupais des problèmes de conservation de masse dans les magasins. J'ai pas réussi à trouver un contenu sous Creative Commons qui montre les magasins de l'ABN, donc je monte la belle salle de la Brousse parce qu'à l'époque, c'est à ça que ça ressemblait, l'ABN. Les problèmes de conservation de masse. Et il y a une expérience qui m'avait frappé, c'était le fait que on avait commencé par faire des sélections, de savoir dans la masse des livres qui étaient en train de partir en poussière à cause de l'acidification, choisir des séquences à faire. Alors c'était pas numérisé à l'époque, c'était à faire mettre sur des microfiches. Ah oui, ça n'existait pas encore, la numérisation. Alors c'était très amusant. J'ai découvert des choses extraordinaires comme ça, des collections de périodiques des années 20. C'est tout à fait passionnant, mais assez vite, on s'est rendu compte, enfin assez vite, au bout de 2 ans ou quelque chose comme ça, on s'est rendu compte que ça ne répondait pas à l'ampleur du problème. Hein, et qu'il fallait changer de méthode, qu'il fallait avoir des méthodes de masse pour des problèmes de conservation de masse, et on a commencé à mesurer la quantité de papier, en quelque sorte, qui était concerné par le problème. Quand l'initiative de Google, il s'est agi de discuter de ça, moi, mon souvenir, mon instinct d'ancien conservateur de la Bibliothèque nationale, j'ai vu quand même une sortie vers un problème qui était un problème quand même épouvantable, c'est-à-dire le moyen d'avoir une numérisation de masse de livres qui étaient en train de partir en poussière. C'est pour ça que j'étais très étonné d'entendre de la part des responsables de la BNF un discours qui était très hostile à cette perspective-là, et en particulier un discours qui insistait sur la fonction de sélection. Parce qu'à la Bibliothèque nationale, justement, par définition, la fonction de sélection, c'est-à-dire de constitution de collection, elle est minime. En gros, ce sont les achats de livres étrangers. L'essentiel des collections de la nationale arrive par dépôt légal. Il n'y a pas besoin de les choisir, ça arrive automatiquement. Par contre, 2 fonctions essentielles de la Bibliothèque nationale, c'est 1, la conservation de masse et la conservation à long terme. Hein, c'est quelque chose qu'on doit, en principe, garder pour l'éternité. Et puis 2, c'est la description, la bibliographie de la France. Hein, ça, c'est le cœur du métier de la Bibliothèque nationale. Donc, du coup, si on revoit un peu, si je revois le cœur du métier de bibliothécaire dans le contexte de la numérisation de masse, je vois que, alors bon, on sera peut-être pas d'accord avec la liste que je fais là, je la fais un peu à la hache pour pas prendre de temps, mais le métier de bibliothécaire traditionnellement, constituer des collections, oui, conserver des collections, assurer l'accès aux collections par des classements
pour le libre accès et des catalogues, et puis assister les lecteurs. Toutes ces fonctions-là, on peut les reporter dans le domaine du numérique, constituer des collections, faire numériser, assurer l'archivage pérenne des données, équiper les données en métadonnées, et puis mettre en place des interfaces, et puis faire des formations aussi à l'utilisation de ces données. Ce qui est caractéristique, c'est que le cœur du métier, dans le cas de la numérisation, se concentre sur les deux fonctions qui sont au milieu. C'est-à-dire que les critiques les plus pertinentes, en dehors des problèmes de négociation, voire économiques avec Google, les critiques les plus pertinentes, il me semble, sur le produit Google, c'est que, on n'avait aucune garantie de conservation pérenne des fichiers numérisés, et que la description des livres dans Google Books était très insuffisante, considérant en plus qu'on a beaucoup de livres anciens et que la précision, l'exactitude du catalogage pour un livre ancien devient beaucoup plus importante que pour un livre plus récent. On sait que c'est même au niveau de la donnée d'exemplaires qu'on peut avoir des différences tout à fait importantes entre deux livres. Or, vous avez sans doute entendu parler de l'initiative du HathiTrust, c'est-à-dire d'un certain nombre de bibliothèques universitaires américaines qui ont décidé de réagir ensemble par rapport à ces manques qui sont identifiables dans l'entreprise de Google Books. Et justement sur ces deux points-là. Ce qui est remarquable dans l'initiative d'HathiTrust, c'est que, leurs deux priorités, ça a été les métadonnées et la conservation pérenne. Ça n'a pas été l'interface. Ça n'a pas été ni le moteur de recherche, ni le mode d'accès à ces collections-là. Les deux premiers soucis, c'était de faire des sets de métadonnées qui comprennent les descriptions bibliographiques, qui étaient d'ailleurs dans les catalogues de ces bibliothèques-là, plus un certain nombre de métadonnées qui sont des métadonnées spécifiques à des fichiers numériques issus de la numérisation. Et puis, puisque Google livrait les fichiers aux institutions, ils se sont dit, si chacun nous gérons dans notre coin nos fichiers numériques, on ne va pas bien les gérer. On va se mettre ensemble, on va mettre en commun ces fichiers-là pour les gérer ensemble, et en particulier pour en gérer la conservation à long terme. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le raisonnement sur la conservation à long terme, c'est que Google n'est pas une société privée, pas de mission de service public, donc si les entrepôts, comme on a vu la photo tout à l'heure, flambent, il y a aucune, on perd tout, et Google n'est pas responsable de ça. Ou si Google tombe en faillite, ils ne sont pas responsables de conserver les fichiers. Ce sont les bibliothèques contractantes qui sont responsables de ces fichiers. Alors là, je vous montre l'affichage d'un ouvrage sous Google Book, mais récemment, HathiTrust a ouvert sa propre interface vers les fichiers numérisés. Donc là, c'est le même ouvrage vu par HathiTrust, qu'on a vu tout à l'heure dans Google Book. Je ne veux pas être trop long, mais si vous avez la curiosité, regardez les différences entre les deux. C'est très intéressant. C'est très intéressant, parce qu'ici, on a l'affichage d'un document numérique, d'un livre numérisé, façon bibliothécaire. On a, vous voyez, on a la fiche de catalogue, on a une interface qui ressemble beaucoup à celle de Percé, par exemple, ou de Gallica, pour la dernière fois que je l'ai vu, et en particulier, on n'a pas un PDF global tu vas me dire, Percé l'offre. Oui, je m'excuse d'avoir pu le laisser supposer. Là, on a un affichage page par page, comme c'était... par contre... alors, on voit que ça ne répond pas tout à fait aux mêmes logiques. La logique de Google n'est pas la même. On a donc deux interfaces qui correspondent à deux types de demandes différents sur le même document. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est que si on va ici sur HathiTrust, on voit bien que c'est
digitalisé, enfin numérisé par Google, mais que l'original vient de l'Université de Californie. Sous Google, on ne voit pas que l'original vient de l'Université de Californie. Voilà, je montrais ça pour insister sur le fait que la numérisation de masse, je crois que c'est M. Guédon qui disait hier, on regarde l'avenir dans le rétroviseur, enfin, ou le dos tourné, je ne sais plus quoi, pour dire que l'insertion de notre métier, les modes d'accès à la documentation dans le cas de la numérisation de masse, avec cette disjonction possible entre le soin des données et le soin des interfaces, fait que on ne peut pas se baser sur les modèles anciens. Je crois qu'on est en train d'en sortir d'ailleurs quant à les opérations de numérisation de masse des livres français. Je vais essentiellement prendre une dizaine de minutes pour réagir un peu. Moi, la question que je me suis posée à la suite de l'invitation de Louis et de ce débat, j'espère qu'il y aura un débat, c'est une question plus cernée, plus restreinte, si j'ose dire, qui en gros est celle-là que j'ai un peu annoncée ce matin. Est-ce qu'un moteur... alors, je ne dis pas un moteur de recherche, parce qu'on tout de suite, un moteur de recherche, tout le monde sait ce que ça veut dire. Est-ce qu'un moteur de quelque chose, pour la recherche, c'est-à-dire pour la science, et pour les SHS en particulier, est possible, est nécessaire, ou sinon existe? Et je vais essayer de me poser cette question, d'une part parce que c'est des missions que, en tant que fonctionnaire, on me paye de développer, pour les développer dans le cadre du TGA de Nice, et qu'il faut rendre des comptes, mais plus sérieusement, parce que je crois qu'on c'est pas qu'on mélange tout, mais on met sur une même saga, et Michel avait raison de dire que c'est un obstacle épistémologique, cette notion de bibliothèque numérique. Mais si on redéploie un peu dans l'histoire, depuis en gros 22 ans, puisque c'est à peu près au même moment que la BNF mettait ses premiers milliers de titres en ligne en octobre 97, et que les jeunes Sergey Brin et Page étaient à Stanford, dans leur chambre, leur garage, en train de bidouiller des serveurs en 98 pour créer leur Google Company. Donc, ça fait 22 ans. Et je pense que depuis, effectivement, on manipule, tu as raison de dire, on manipule toujours cette notion de bibliothèque numérique dans les domaines savants, culturels, patrimoniaux. Et en fait, derrière ces questions de... Effectivement, parce que Google a quand même 6 milliards de capitalisation boursière, donc en général les gens ont tendance à l'écouter. Ces questions de numérisation de masse, de moteurs de recherche, qui en plus est à peu près utilisé par, je crois, autour de 70-80% en France, peut-être moins ailleurs. Bon, il y a une sorte de culture, de vulgate imposée. Moi, de façon plus restreinte, je voudrais poser des questions à chaque fois, soit sur Gallica, soit sur Google, et je vais essayer d'être rapide, soit sur Isidore, c'est pas du même registre, des questions, disons, d'amont et d'aval, pour essayer de caractériser cette question. Est-ce qu'un moteur de quelque chose, un moteur, est pour les sciences, pour les SHS, est possible, nécessaire, sinon existant? Et en tout cas, si on répond de façon un peu constructive à ces questions, il faut le réaliser. Un petit rappel, Gallica, la BNF, il y a plein de questions qui ont été réactualisées très récemment par le rapport Tessier, que je vous invite à lire parce que c'est, bon, les rapports c'est un peu ennuyeux, mais ça c'est quand même un peu un modèle du genre. Je ne sais pas quelle suite il aura, mais qui invite à une révision assez radicale des missions de la BNF en termes d'accès et de diffusion. Puisqu'en gros, je schématise, le rapport Tessier préconise que Gallica ne s'appelle plus Gallica, ça fait un peu vieux, que les collections numériques Gallica, c'est pas simplement du texte, c'est de l'image, ainsi de suite, et que pour faire quelque chose qui est de la diffusion et de l'accès à tout ce corpus,
En gros, entre les lignes, je schématise, hein, je traduis, les conservateurs ne sont pas les mieux placés et qu'il faut confier ça à des gens qui sont des spécialistes de l'accès, de la diffusion, des opérateurs éditeurs, la Réunion des musées nationaux, qui a une pratique, l'INA, et ainsi de suite. Hein. Bon, je ne minore pas et je ne tourne pas en dérision cela. Hein. Je pense que, comment dire, d'une part, c'est un peu en retard hein, de se poser cette question en 2010. Bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Bon, je sais bien que le grand emprunt et les 750 millions à la clé imposent de se poser la question hein, et surtout d'y trouver des réponses du côté de la culture, moins du côté de la recherche. Mais en gros, la question était déjà posée en 1997. Excusez-moi de faire des confessions complètement personnelles, sinon intimes. Je suis parti en octobre 97 de la BNF exactement sur ces questions-là. Hein. Les 100 000 titres étaient déjà sélectionnés, donc une collection, sur des critères, bon, on reviendra. Ils commençaient à être en ligne, c'était le début d'Internet. On pouvait commencer à comprendre que la diffusion, les services étaient la question clé. Hein, la question d'accès, c'est-à-dire la question du public, de l'aval, hein, de l'utilisation, et qu'il était urgent de constituer une sorte de GIP où la BNF aurait son rôle, mais aussi des opérateurs télécoms. Bon, à l'époque, on n'était pas gâtés, c'était France Télécom, hein, X25 et autres, mais enfin bon, Minitel encore, et des éditeurs qui commençaient à être intéressés. Les éditeurs étaient déjà en position de négociation sur des droits, sur le droit à la représentation sur écran, le droit à l'utilisation. Bon, réseau à distance, on ne savait pas trop ce que c'était, mais en tout cas, l'utilisation des documents sous droit, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a quelques milliers. Et déjà, à l'époque, le SNE, et déjà... à la limite, des gens comme le patron de la découverte étaient déjà impliqués hein, dans ces questions-là en 1997. Donc, oui, François Chaise, pardon. Donc, la question à l'époque, pour faire un peu d'histoire, était bien une question d'amont, c'est-à-dire on constitue la collection numérisée. En gros, le motif, c'était on constitue la collection numérisée pour une lecture savante. En 92, on ne soupçonnait pas qu'Internet allait arriver rapidement. Donc c'était un accès en réseau fermé, hein, dans l'enceinte de Richelieu, puis Tolbiac. C'était au mieux peut-être un réseau un peu ouvert par des grandes jonctions, des grandes connexions à haut débit, mais dans un réseau fermé. Et la question était la question de la lecture savante, c'est-à-dire un poste de lecture assisté par ordinateur, avec des fonctionnalités qui étaient d'ailleurs marquage des documents, annotation des documents, prospection et structuration. Donc du SGML, on n'a rien inventé de mieux depuis. Hein, on continue à annoter des documents, à marquer des documents, à structurer des documents, à faire de la prospection. Alors, tout ça, on le fait de façon coopérative, on le fait en ligne, on le fait en réseau, on le fait, mais on le faisait sur un corpus. Donc l'aval, c'était l'utilisation savante. Les architectes avaient conçu le nom m'échappe là, juste des petits habitacles hein, de moines où on venait sur sa station de travail travailler sur ses collections numérisées. Hein, mais en gros, d'un côté l'amont, la collection numérisée dûment sélectionnée, alors sur des critères qui posaient problème. Rareté, éléments qui faisaient corpus, besoin pour les scientifiques, et puis à l'autre bout, la valorisation apportée par le lecteur, la lecture savante, qui était ce que l'on fait avec des documents numérisés en mode image, mais ensuite, assez vite, en mode texte, hein, puisque Avalanche puis Acrobat sont devenus des possibilités, voilà, hein, avec ces questions de structuration et de balisage des documents, que ce soit à l'unité, que ce soit à la page, que ce soit sur l'image, que ce soit à l'article ou à la collection. Google. Alors, si je rappelle ça, c'est parce que la question se repose hein, en 2010, grand emprunt, concurrence Google, tout ce qu'ont annoncé mes collègues, hein, les négociations enfin, avec les ministères italiens, hein, et ainsi de suite. Négociations qui ont eu lieu avec Lyon, et ainsi de suite. Alors, Google. Alors, excusez-moi, si je rappelle cela sur Gallica, et que j'ai rappelé ce qu'était l'actualité de rapport Tessier, c'est que
en un sens, il y a, on l'a vu avec le rapport Patino, avec d'autres rapports, la question de l'utilisation savante, qui est quand même une des missions d'une grande bibliothèque nationale, hein, il y a même un niveau recherche, hein, et la relation complexe entre la recherche, les savants et les collections est un peu absente du rapport Tessier. Hein. Quand je dis un peu absente, c'est un euphémisme. Hein, elle est complètement absente. Alors Google. Google, bon, des petits jeunes qui étaient à Stanford, ils avaient... excusez-moi, j'ai oublié un élément dans l'historique, je retourne à Gallica. Gallica, j'étais en, je l'ai dit, 95-96 avec Marcel Baudiquez, excellente collègue, qui était ma chef, et d'autres. Et puis on invite François Bourdoncle, à l'époque, il s'occupait de Live Topics, de moteurs de recherche, de choses comme ça. Il a vu un peu des ennuis, il était parti aux États-Unis, il était revenu, enfin il avait un algorithme parfait, hein, que son maître, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été lui aussi aux États-Unis formé Page et Brinch. Et on se met d'accord pour, sur les quelques milliers de titres numérisés, pour faire de l'expérimentation en OCR sauvage, hein, pas corrigé, pour voir ce que pourrait être un moteur de recherche. À l'époque, le seul accès, c'était le catalogue. D'ailleurs, la question complètement métaphysique, c'était de savoir s'il fallait recataloguer des documents numérisés ou est-ce que c'était des dérivations, des notices, des documents sources. Bon. On a un peu perdu cette question ontologique, mais la question d'un moteur de recherche ne se posait pas du tout. Hein. Et puis, François Bourdoncle arrive et dit ce serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les documents en faisant travailler mon algorithme. Machin. Il y avait quand même le moteur qui existait, bien sûr, hein, mais toute la connaissance linguistique existait, morphosyntaxique, statistique et autres, mais il la mobilisait de façon intelligente, et ça a failli se faire, et puis ça ne s'est pas fait. Un autre loupé historique. C'est pas sûr que si ça s'était fait, ça a eu des petits, des suites, mais bon. Alors, voilà. Je passe à Google. Google, l'amont, c'est d'abord, c'est plutôt le départ, c'est un moteur de recherche. La numérisation, ils se sont intéressés qu'après. Hein. Alors bien sûr, ils ont vite compris que plus il y avait de choses à indexer, et plus on tirait parti en termes de pertinence, de performance du moteur. Hein. Bon, je ne suis pas mathématicien ni statisticien, mais bon, il y a une sorte de rapport étroit entre la quantité de ce qui est crawlé et de ce qui est indexé et la qualité du... En plus, avec un modèle que tout le monde connaît, PageRanking, et donc très vite, le modèle Google s'impose à tous les autres. Pourquoi? Parce que c'est un modèle à biface. C'est, en fait, Google, il s'intéresse... Bon, il est content que vos requêtes soient les plus performantes possibles, mais ça l'intéresse que indirectement. Ce qui l'intéresse, c'est vos requêtes. Hein, c'est la base de données de vos désirs, comme l'avait dit l'un des biographes de Google, dont le nom m'échappe, et c'est la base de données de ce que les gens font avec Google qui intéresse. Parce que, qu'est-ce qu'il vend? Il vend cela aux annonceurs. Hein. Google, c'est en fait une super régie publicitaire, c'est ça. Hein. Donc, les mobilisations recherche scientifiques, SHS ou autres de Google, elles sont quand même pas très importantes. Du côté de l'aval, donc, c'est le côté plutôt utilisateur, en tant que les utilisateurs fournissent de l'information à Google, hein, alors que l'utilisateur croit que Google lui fournit de l'information. Je pense que d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de regarder, mais avec le navigateur Chrome, hein, il y a, semble-t-il, un traçage de ce que vous faites, hein, qui est capitalisé par Google de façon beaucoup plus importante, hein, un profilage de ce que vous faites que dans les autres navigateurs. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, ça c'est le contexte, hein, mais j'ai rien dit d'autre que ce que mes collègues ont déjà dit. Alors, la numérisation de masse est venue ensuite, hein, pour Google. C'est évident que une fois que on a à peu près tout indexé du web visible, il est extrêmement important d'aller chercher dans la profondeur de la culture, les bibliothèques, de voir le maximum. Il faut que j'aille plus vite. Bon, donc je termine sur Isidore. D'où la numérisation de masse, puis l'indexation, puis la main sur les ressources, hein, d'exploit. Alors,
La démarche depuis 2 ou 3 ans, beaucoup plus modeste par rapport à ce contexte du TGA de Nice, à tous égards, bien évidemment, hein, ça ne se compare même pas, je ne vois pas pourquoi je parle de la même chose, c'est de dire, dans le domaine des sciences, dans le domaine des SHS, dans un domaine où les pratiques de production intellectuelle de textes, de bases de données, de documents numériques est de plus en plus importante, et où le rôle des scientifiques, c'est justement de structurer, hein, de signaler, de décrire, de fournir les métadonnées riches, fines, de toutes ces connaissances, et de produire aussi les référentiels, les thésaurus, les taxonomies, et ainsi de suite, qui font qu'il y a connaissance. Est-ce que la tentative d'indexer ce savoir, je ne parle pas simplement des documents, au sens indexation de masse, d'indexation de ces savoirs, de ces connaissances, en associant de façon coopérative, en amont, hein, les communautés, parce que ça suppose de négocier avec elles et avec leurs institutions, hein, est-ce qu'en aval, on trouve un gain de performance en termes de connaissances, hein, sur non seulement de la pertinence et de la performance des recherches que l'on fait, hein, et que tout un chacun peut faire, qu'il soit étudiant, lycéen ou chercheur ou académicien, mais, c'est-à-dire qu'il trouve, grâce à cela, des choses qu'il ne trouverait pas aussi facilement par Google ou même Google Scholar, mais surtout en quoi cette indexation est dans une logique de web de données, je vais y revenir, je vais finir là-dessus, est aussi la clé pour qu'on intègre des services qui intéressent vraiment ces communautés de chercheurs, qui peuvent être des services en termes de publication, en termes de géolocalisation, en termes de gestion des droits, en termes d'autorisation des accès, en termes d'identification, en termes de conservation pérenne, bref, l'ensemble des services dont on a parlé, qui peuvent être remplis par telle ou telle institution, l'ABES, le CINES, des institutions étrangères, des projets européens, en quoi tous ces services viendraient s'intégrer à la mesure qu'il y a une indexation et une recherche d'informations sur les contenus, hein, et les contenus en termes de web de données. Et je termine là-dessus. L'originalité, alors en gros, tout ça, en 2007-2008, on l'a énoncé. En 2008, il y a eu beaucoup de groupes de travail qui ont abouti à un cahier des charges avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage d'Atos et qui avait été retenu lui-même en assistance à maîtrise d'ouvrage sur concurrence. Et fin 2009, un marché a été passé avec Antidote, avec Mondeka, donc des spécialistes français, pas Exalide, hein, et Bourdoncle, hein, même 15 ans après, je suis désolé, mais il avait candidaté, et d'autres entreprises avaient candidaté. Donc les entreprises Antidote, Mondeka ont été retenues pour produire quelque chose qui transforme, après connexion à ces ressources, hein, en OAIPMH, en RDFA, en RSS, hein, les fils de syndication, en sitemap et d'autres connecteurs standards qui transforment toutes ces données indexées en ce qu'on appelle le web de données, hein, les link data, hein, je vous renvoie à Tim Berners-Lee, et utilise les performances de ce web sémantique qui est naissant avec les RDF et les link data. Et enrichi avec les référentiels existants, qui eux-mêmes sont passés en RDF, hein, que ce soit en SCOS, que ce soit en FOF ou d'autres expressions RDF de ces référentiels, afin de proposer en retour aux communautés, hein, des triple store, comme on dit, du Sparkle Endpoint, qui soient réutilisables parce que enrichis, parce que réutilisables, que ce soit des données statistiques, mathématiques, iconographiques, textuelles et autres. Alors bien sûr, ça c'est l'horizon. Le TGA de Nice remplit cette première étape à horizon novembre 2010 cette année. Ce sera public et recetté, puis ensuite ça se développe pendant 2 ans. Hein, ça suppose en amont une grande association avec les communautés et les institutions de la recherche, en aval avec le maximum d'utilisateurs, hein, parce qu'un moteur qui n'a pas d'utilisateurs, bah, ça n'existe pas. Et je conclurai donc là-dessus. Donc, je crois que les questions d'amont et d'aval, de qu'est-ce qui est indexé et pour qui ou pour quel service,
que ce soit sur les modèles Gallica, dont on peut dire ce qu'on veut, et j'ai été extrêmement schématique, que ce soit sur Gallica, dont on peut dire encore beaucoup plus, et c'est en toute modestie, c'est du seul commentaire, et en tout cas que ce soit sur cette tentative scientifique Isidore, me semble être les bonnes questions à poser. Bien, je reprends. Donc, il y a marqué débat. Donc, si vous avez des questions à poser à Olivier Child ou à Yannick Ménien ou à Michel Roland sur numérisation de masse, Google, 5 minutes. Ah, Monsieur Guédon. Merci. Oui, il me semble qu'il y a un lien qui doit être fait, qui a été très très bien énoncé par Clifford Lynch aux États-Unis de la Coalition for Network Information. Lorsqu'il avait il avait écrit un article montrant qu'il n'y avait pas d'accès libre sans d'accès à ce qu'il appelait open computation, c'est-à-dire toute la question des moteurs avec toutes leurs fonctionnalités multiples s'appliquant à des documents maintenant numérisés. Ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est que effectivement, implicitement, Lynch est en train de nous forcer à nous repositionner par rapport aux documents, montrer que le document numérique, et tout le monde l'a dit, je crois d'une manière ou d'une autre, est beaucoup plus riche, beaucoup plus varié, etc., que le document imprimé ou écrit, et que les individus eux-mêmes sont pris dans des logiques différentes une fois qu'ils sont en relation avec ces documents et qu'ils se mettent en relation entre eux à travers ces documents. Donc il y a, je crois, là un cadre général de réflexion qui justement interpelle Google. Parce que qu'est-ce qu'a fait Google? C'est de nous donner en apparence du mauvais papier, du PDF image. On peut questionner ce qu'il y a dedans, mais il faut passer par Google, en utilisant leurs algorithmes, mais personne ne connaît vraiment la nature de ces algorithmes. Et en fait, ils nous donnent un marché de dupes, beaucoup de choses qui sont, bien sûr, à la lecture extraordinairement utiles et précieuses, mais à travers un filtre et à travers une closed computation, c'est-à-dire des moteurs fermés qui leur donnent à terme un pouvoir et un monopole de la connaissance extraordinairement important. Merci. D'autres questions, madame? Oui, alors c'est plutôt une question que je vais poser, peut-être que je pourrais enfin avoir la réponse. Paraît-il que Google, en fait, cette numérisation de masse, le but, c'est pas de faire des bibliothèques numériques, ce serait un peu disons pas le prétexte, mais la vitrine, mais que le but ultime, c'est de trouver, comment dirais-je, des sortes d'ontologie fondamentale extrêmement sophistiquée, en fait d'essayer de faire mouliner les futurs moteurs de recherche de l'avenir avec des contenus extrêmement structurés. En fait, c'est plutôt un mode d'exploration pour de nouveaux outils de recherche qui les intéresserait, pas seulement en termes de computation, mais aussi en termes de connaissances, donc de vastes ontologies beaucoup plus sophistiquées que tout ce qu'on a actuellement. Alors, je ne sais pas si ça fait partie enfin, dirais-je, du vocabulaire de marketing du même Google, ou est-ce que quelqu'un ici a des connaissances sur cette orientation qui, moi, me paraît assez pertinente. Enfin, Olivier. Oui, rapidement, je vais laisser la parole à M. Guédon, mais des connaissances, en tout cas, j'ai deux hypothèses sur le sujet, qui ne sont pas uniquement les miennes, qui sont un petit peu également partagées. La première, c'est que si Google est rentré sur le marché de la numérisation des œuvres du domaine public, c'était d'abord pour préparer le terrain de la numérisation des œuvres sous droit, et pour ensuite disposer de ce marché-là et pouvoir en retirer du bénéfice. Et la deuxième, c'est une qui va dans le sens que vous indiquez, dont on parle assez peu souvent, c'est le fait que
quand il fait de la numérisation à cette échelle, Google ne fait rien d'autre que de la linguistique de corpus à l'échelle de Google, et qu'il dispose d'une masse numérique de texte qui est absolument extraordinaire en termes d'exploration, de possibilités d'exploitation, et que c'est par exemple pas un hasard si Google dispose aujourd'hui des meilleurs outils de traduction automatique d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que Google n'a jamais communiqué là-dessus, en tout cas pas que je sache, mais il est manifeste que l'avance que Google a prise sur les process de traduction automatique est grandement liée à la capacité, avec sa force de frappe calculatoire et algorithmique, à la capacité d'explorer les corpus constitués avec la numérisation des œuvres. Voilà. Alors après, est-ce que ce sera pour faire des ontologies au sens sémantique, est-ce que ce sera pour faire autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette hypothèse-là d'une linguistique de corpus à l'échelle Google et à l'échelle planétaire me paraît tout à fait fondée. Monsieur Guédon, est-ce que pour nos amis techniciens, est-ce que vous pourriez venir ici pour qu'ils puissent vous filmer? D'accord. Comme disait Baudelaire, je ne suis pas beau. Oui, tout à fait d'accord. En fait, c'était ce que je voulais dire. C'était le travail que fait Google actuellement sur la traduction qui est extrêmement important. Attendez-vous d'ici à 5 ou 10 ans à avoir un petit appareil fondé sur Android qui en même temps vous permettra de communiquer directement avec les gens dans une autre langue. Ça, c'est tout à fait dans leur système. Mais c'est aussi, et là encore je rejoins tout à fait ce que vous dites, cette masse documentaire incroyable. Elle doit être très utile aussi à la NSA. Hein, je veux dire, faire du data mining et faire de l'intelligence, faire intelligence dans le sens anglais, c'est-à-dire de recherche de renseignements, il y a des affinités. Et ils ont là des outils absolument incroyables pour repérer des signaux faibles. Hein, c'est très très clair. Donc il y a un enjeu à la fois commercial, mais aussi des enjeux stratégiques à l'échelle mondiale qui sont là derrière ça. N'oubliez pas que Schmidt, le président de Google, est un conseiller très écouté d'Obama.